Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission avec les pros des pronos. Je suis très heureux d'ailleurs de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission au cours de laquelle on va parler bien évidemment de football, mais également de gros sous avec Maître Pascal Bon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Ronny, bonsoir à tous les spectateurs et puis content d'être là effectivement chaque semaine après semaine. Tout guilleret, j'ai envie de dire, Patrice Basile est également présent ce soir. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Dois-je annoncer que vous avez fait 13 déjà? Oui, je l'annonce déjà. Voilà, il a fait 13 le week-end dernier. Ben oui, vous avez vu que bon, on est des gens sérieux et quand on vous parle, c'est à prendre, bien évidemment, ce n'est pas à prendre à la légère. Nos pronostics sont en général très très bons. Patrice Basile, docteur S pronostic, a fait 13. Vous a proposé une grille avec 13 bons pronostics le week-end dernier et pour les 8 € qu'il a misé, il a gagné 111 000 €. Je le dis comme ça. Si jamais vous avez des idées de cadeaux. Il a le cœur sur la main, ce Patrice. On le connaît, il va vous offrir beaucoup de choses. Guillaume Michaud est là également, bien évidemment, tout aussi bon pronostiqueur que les deux autres. Bonsoir Bruno. Guillaume, pardon. Ça, c'est notre Michaud. Ça, c'est notre Michaud, c'est clair. Bonjour Ronny, bonjour le public, et puis bravo à Patrice. Tu nous donneras un petit peu d'or. On a été bons tous les trois, je pense. Ouais, c'est clair, les amis, vous avez été très bons. Messieurs, on va parler, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, donc de la grille numéro 21 du Parion Sport Loto-Foot 15. Il y a cette fois-ci 2 millions d'euros. Il faut aller les chercher, mon cher Patrice, à gagner avant dimanche 29 mars avant 8h55. Là, si vous la validez votre grille avant 8h55 et que vous avez les 14 bons pronostics, les 15 pour le coup, puisqu'il y a 2 millions, donc c'est 15 matchs, là, je peux vous dire que vous allez passer de belles vacances de Pâques. Vous n'aurez pas besoin d'aller camper, je peux vous l'assurer. Maître Pascal Bon, votre client, c'est un certain Ben Arfa, à thème de son prénom, accusé de psychopathie aggravée. Ben oui, Ronny, je pense que ça arrive pas souvent, mais on m'a peut-être coupable. Mais toujours, vous connaissez mon penchant pour l'aspect curatif et l'aspect d'accompagnement social et psychologique, donc on en parlera aussi. Ah là, mais il mérite un gros accompagnement. Pour le coup. Psychiatrique et psychologique. Oh mon Dieu, pour le coup, quelle catastrophe c'est là. Oh là 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 là. Messieurs, avant cela, on va parler un peu de Ligue des Champions quand même. Hein. C'était le gros, on dira, de la semaine, de cette semaine, avec Karim Benzema, KB9, qui a encore fait exploser les compteurs. 3 buts claqués à Chelsea, le champion d'Europe en titre. En tout cas, moi j'ai aimé la manière, j'ai aimé on va dire le côté. C'est pas en force, quoi. C'est assez subtil. On aurait dit un chat, pourtant il a plutôt un faciès un peu plus Kaira ou dur, mais en tout cas, c'était tout en touché, tout en finesse, surtout la deuxième tête. Ça a l'air facile, mais en rupture, non. Et puis, encore une fois, sur un match, la manière, la mentalité qu'il a dégagée en allant chercher ce ballon sur le 3e but, démontre toute la faim qu'il a même à son âge pour aller chercher encore des victoires et battre des records. Comme quoi le football n'est pas une question d'âge. Il nous a fait un copier-coller du match de Paris. Ouais. Il a la pression sur le gardien. La pression sur le gardien, des buts incroyables. D'ailleurs, le premier but qui marque de la tête m'a rappelé beaucoup celui de Boli contre Paris Saint-Germain en 93. C'est à peu près le même style de jeu. Et puis en plus, il commence l'action, il l'a fini. Enfin bon, il n'y a rien à dire. C'est vraiment incroyable. Et puis c'est extraordinaire qu'on ait les 2 meilleurs joueurs du monde qui soient français cette fois-ci. Mbappé et Benzema, il n'y a pas photo, quoi. Guillaume, bravo à Karim Benzema. Je pense qu'il est en train d'écrire un peu son nom sur le Ballon d'Or, à mon avis. D'autant qu'on aura un scrutin qui s'arrête exceptionnellement en juin. Donc à suivre. Et puis on pense un peu à Donnarumma qu'on critiquait beaucoup, Karius qu'on a beaucoup critiqué. On va critiquer Mendy, mais il faut quand même apprécier le pressing que Benzema porte sur le gardien. Parce que s'il ne le fait pas, il a carrément pas de but. On revoit bien sur l'action qu'il part carrément de ses 30 mètres et il va aller chercher le gardien. Donc bravo à lui. Rien à dire, magnifique Benzema pour moi, c'est vraiment déterminant. Dans les autres matchs des quarts de finale de cette Ligue des Champions, on dira que c'est mitigé pour Manchester City, victorieux que 1-0 face à l'Atlético de Madrid. En revanche, Liverpool, l'affaire est déjà pour moi quasiment pliée. 3 buts à 1 à l'extérieur face au Benfica Lisbonne, à mon avis, il n'y a pas photo. Et puis le dernier match opposait Villarreal au Bayern de Munich et la surprise, ce sont les
ce sont les joueurs du sous-marin jaune qui se sont imposés sur la plus petite des marques, c'est vrai, mais quand même, victoire face au Bayern. Moi, j'ai aimé ces quarts de finale parce que, faut le dire, c'est à ce niveau-là qu'on sent une guerre tactique beaucoup plus intense. Il y a eu des oppositions, des choix. Osé, payant, pas payant, mais quand vous voyez le match justement de l'Atlético, Simeone a mis un système. C'est un mur. Ça a marché jusqu'à presque à la fin. Mais il y a eu une opposition, il y a un système pareil. Une vraie opposition de style. Voilà, Villarreal, Bayern, mais voilà, c'est pareil. Oh là là, quelle opposition. On sent que le niveau se resserre, mais vers le haut, au niveau de ces clubs-là. Bon, le Benfica a essayé aussi, Benfica a essayé aussi, ils n'ont pas eu beaucoup de chance, mais chaque fois, on a des clubs qui ne sont pas arrivés genre avec cette espèce de complexe d'infériorité. Ils ont crânement joué leur chance et puis vous voyez bien que même au sortir de ce match, Villarreal, enfin l'équipe en face, Bayern s'en sort plutôt bien parce que Moreno, mais cette frappe du gauche, même, franchement, voilà. Il y avait, moi je savourais, même si c'était pas encore, mais c'était une belle première partie de campagne. De toute façon, on pense que c'est toujours les mêmes qui vont sortir. Je pense que Liverpool s'en sort. Moi, je pense que le Bayern va régler l'affaire tranquillement chez eux, chez le match retour. City, ça reste City. Et puis, voilà. Et puis Liverpool, voilà. Pour moi, c'est les 4 meilleurs aujourd'hui qui sortent du lot. Moi, je m'attends quand même à des matchs retour assez compliqués. Même le Real, ils ont gagné 3-1 à l'extérieur, mais on a eu un très très mauvais Chelsea. Vraiment très mauvais en défense notamment. Faut pas qu'ils viennent la faire au fusil parce que je pense qu'ils peuvent se faire punir comme ça arrive très souvent en Ligue des Champions. Attention Bayern aussi, ils ont déjà fait le coup de contre Leipzig, ils ont perdu 1-0, ils ont mis 5 ou 6 au retour, mais c'est pas dit que ça va le faire forcément à chaque fois. Donc il faut pas se dire que les matchs sont pliés parce que je pense qu'il faudra les regarder pour se remettre. L'Atlético aussi. Oui, l'Atlético, je pense qu'Atlético. Attention. Non, rien n'est plié pour moi. Tous les matchs, hormis Benfica. Qui Benfica, c'est compliqué, mais le reste, j'y crois. On verra cela en tout cas le week-end, la semaine prochaine déjà, puisque les matchs retour, c'est déjà la semaine prochaine. Les amis, la voici, la grille qui vaut 2 millions d'euros. C'est comme l'homme qui valait 3 milliards, c'est ça? C'est ça, oui. La grille qui vaut 2 millions d'euros pour peu que vous la validiez avant dimanche 8h55. C'est la grille du Loto Foot 15 numéro 21 avec 15 rencontres: Marseille, Montpellier, Lens, Nice, Angers, Lille, Strasbourg, Lyon, Brest, Nantes, Monaco 3, Manchester City, Liverpool, Leicester, Crystal Palace, Brentford, West Ham, Leipzig contre Hoffenheim, Naples, Fiorentina, Sassuolo, Atalanta de Bergame, Torino, Milan AC, Espanyol, Barcelone, Celta Vigo et Levante FC Barcelone. C'est parti messieurs pour le premier match, Marseille-Montpellier. Montpellier qui n'a plus battu Marseille depuis le 4 novembre 2018. Mais à Marseille, les Héroltais, les amis, n'ont plus gagné depuis le 17 août 2014. Je vous propose, comme d'habitude, l'historique des rencontres entre les deux formations et vous allez voir très rapidement que ce sont bien les Marseillais qui mènent 24 victoires à 13. Il y a eu 24 matchs nuls entre les deux formations. Moi, je ne vois pas Montpellier l'emporter. Pour moi, ce sera victoire de Marseille ou encore match nul. Maître Pascal Bon. Ben oui, Oni, moi je pense à cette continuité. Je ne vois pas Montpellier renverser cette dynamique qui existe depuis pas mal d'années. Je n'oublie pas, personne n'oublie ce fameux 5-4 rentré dans l'anthologie du football. Mené 4-0, je crois, 4-0 à mi-temps, et puis renverser la vapeur et s'imposer à domicile. Ça va rester encore dans les cellules des Héroltais qui ne sont pas au milieu de leur forme, il faut le dire aussi. Même moi, je les ai vus, et je retiens là-dessus, je voyais gagner contre Brest, et puis voilà, une équipe pas tant chatoyante que ça. Je l'ai dit depuis le départ de Pépite à Lyon et qui s'était posé à l'extérieur. Donc je vois pas comment à Marseille Montpellier pourrait remporter la victoire. Donc victoire sèche et nette de Marseille à domicile. Peut-être un lapsus révélateur. Je dis ça, je dis rien. Je suis à Montpellier, c'est pour ça. Force est de constater que Marseille, c'est vrai, a trouvé une bonne carburation depuis quelques temps, invaincu depuis je ne sais pas combien de matchs. Je pense que là, l'équipe s'est trouvée avec du Guendouzi, avec du Payet, avec des joueurs aujourd'hui qui savent où se situer sur le terrain. Je pense que Marseille, comme dit le synthé, c'est un gentil dauphin. Qui va, à mon avis, assurer cette deuxième place jusqu'à la fin du championnat. Donc moi,
Et à l'inverse, Montpellier, ça fait déjà un moment qu'on parle de cette équipe et qu'on se rend compte que c'est une équipe qui a de plus en plus de mal à pratiquer son football, ce football qu'on avait l'habitude de voir avec des joueurs de l'époque, hein, Delors et Laborde notamment. Et c'est vrai que la défaite contre Brest a dû leur faire mal aussi. Donc, non, effectivement, moi, pour une fois, je dirais Marseille vainqueur sans problème, parce que Montpellier, malheureusement, n'a pas en ce moment les capacités pour aller défendre quoi que ce soit contre un Marseille en plein boom. C'est vrai que ça va être compliqué, je pense, pour Montpellier à Marseille. Surtout en attaque, il ne marque plus trop Montpellier. Savanier n'arrive pas à trouver ses partenaires en attaque. Et de l'autre côté, Marseille est globalement en forme. Ils sont deuxièmes, ils méritent leur place. Ils ont brillé jeudi contre PAOK Salonique. Donc la seule chose qui pourrait peut-être leur faire perdre 2 points et avoir un match nul, c'est peut-être la fatigue, parce qu'ils enchaînent les matchs, on n'en parle pas. Donc je miserais sur une victoire de Marseille à domicile ou un match nul entre les deux équipes. Merci messieurs, on accélère le match numéro 2 entre Lens et Nice. Les Niçois qui surfent sur une vague de 5 succès de rang. Attention quand même, Nice n'a gagné que 2 fois au cours de ses 20 dernières sorties artésiennes. C'était en 88 et en 2021. Et vous voyez que l'historique des rencontres entre les deux formations est très très équilibré. 90 confrontations au total, 33 victoires partout. Et il y a eu 24 matchs nuls. Moi, pour le coup, Lens ne l'emportera pas. Match nul ou encore victoire de Nice. En tout cas, moi j'ai respecté le Camembert. Moi, je vois un match ouvert avec soit une défaite ou une victoire, en tout cas des deux côtés dans cette axe nord-sud. Lens s'est joué au ballon. Nice, bon, ils étaient super heureux de marquer une fois avant de se faire rattraper parce que c'était quand même Rennes en face. Voilà, donc je pense qu'il y a de quoi, en tout cas au niveau de la dynamique offensive marquée pour ces deux équipes. Donc pour ça je ne vois pas trop un match nul. Peut-être une défaillance des défenses dans les temps faibles, comme on dit. Donc je ne vois pas de match nul. Donc voir victoire à domicile de Lens ou soit victoire de Nice donc à l'extérieur. En tout cas, voilà un beau match en perspective, parce que les deux équipes ont l'habitude de pratiquer un football enthousiasmant, surtout ce sont deux équipes qui aiment jouer au football. Et donc contre Lens, je pense que Nice va se régaler. Et pareil, Lens pourra également se pratiquer ce football qu'il aime bien jouer. Et le problème, c'est qu'en ce moment, les deux équipes sont à peu près dans la même configuration. C'est-à-dire que bon, il y a des hauts, il y a des bas. Donc c'est très difficile de sortir un vainqueur de ce match. Donc moi, en tant que parieur, je vais jouer soit Lens, soit Nice, parce que c'est très compliqué de pronostiquer quelque chose là-dessus. Je sais que Lens n'aime pas perdre chez eux. Ils ont le meilleur public de France, dit-on. Donc ça peut être un avantage. Donc pour ceux qui voudraient assurer, je préconise de faire 1 ou 2, mais par contre, peut-être que Lens a un petit avantage de jouer à domicile. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Moi je vais plutôt miser sur Nice parce que Nice est 5e, ils visent pour moi une place en Ligue des Champions, donc ils ont des points à aller récupérer. Et historiquement sur les 4 derniers matchs, il y a eu 4 victoires de Nice tout simplement, et je pense que ça a joué psychologiquement, donc je mettrai victoire de Nice à l'extérieur. Match suivant, match numéro 3, nous partons à Angers. Angers qui reçoit Lille. Lille qui reste sur 2 succès consécutifs à Angers, s'il vous plaît. J'ai envie de vous dire, messieurs, jamais 203, mais je m'arrêtais juste au milieu. Je vois bien un match nul. En plus, regardez l'historique des rencontres entre les deux formations. Ce sont les Angevins qui mènent avec 20 victoires contre 12 pour les Lillois. Il y a eu 44 confrontations entre ces deux équipes. Pascal. Mais on reste un match qui est très compliqué à pronostiquer parce qu'on a quand même une équipe de Lille, avec ses doutes, on dira aujourd'hui. C'est quand même un match nul qu'ils ont fait contre Bordeaux, hein, avec un Bordeaux diminué à 10. Et en face, il y a une équipe d'Angers qui a un petit bouffal qui est régulier, qui fait qu'ils ont quand même gagné Brest il y a 15 jours, enfin il y a plus de 3 semaines, et ils ont failli faire match nul dans un super match face à Lyon, avec encore un but de Bouffal. Enfin, on sent qu'ils savent jouer au ballon. Je ne sais pas si le Lille d'aujourd'hui est capable d'endiguer le 7e au classement. Donc là encore, je vois un match peut-être un match nul d'Angers, ou quand même pas pour au rang, une victoire de Lille avec ce qu'elle a devant, avec David et compagnie, victoire à l'extérieur de Lille.
Alors moi justement, il y a 3 semaines de ça, sur ce même match, j'aurais pronostiqué sans problème une victoire de Lille. Sauf que j'ai une théorie sur le principe que Angers justement a enchaîné des défaites, je crois que 8 défaites de suite, donc ils étaient dans une spirale négative. Et il y a eu cette victoire contre Brest, qui a fait que tout d'un coup, ils se sont remis à y croire, parce que pendant un moment, c'était compliqué. Et c'est vrai que le match de Pascal a raison, le match contre Lyon, ils ont magnifiquement joué. Ils ont mené 2 fois. Ils ont failli faire match nul, peut-être même gagner. Donc, et en face, il y a un Lille qui doute, un Lille qui est vraiment pas bien, qui a un effectif pourtant qui lui permettrait d'être dans les 3 premiers, mais qui n'arrive pas. Ils ont encore échoué contre Bordeaux, ça a été assez mal perçu par leur public. Donc moi, je suis d'avis de parier sur une victoire de Angers, qui à ce moment-là repart dans une spirale positive, et je crois à ce genre de choses. Regardez Saint-Etienne, regardez des équipes comme Nantes qui à un moment donné, rappelez-vous, était moribonde et puis tout d'un coup s'est retrouvé à gagner 10 fois de suite. Donc voilà, moi je pense qu'Angers est en train de repartir parce qu'ils ont la possibilité. Et donc je mise sur Angers, victoire d'Angers. Moi, je vais jouer le coup Lille, parce que je trouve qu'ils ont été un peu malheureux contre Bordeaux. Ils ont tiré pas mal. Bon, ils n'ont pas été forcément resplendissants offensivement, mais ils ont eu l'envie quand même, malgré tout. Donc je vais tenter, en sachant qu'Angers, effectivement, mis à part la victoire contre Brest, c'est que des défaites sur les 2 derniers mois. Donc bon. Puis, finalement, ils sont encore 14e, c'est avec 32 points, donc ils sont quasiment sauvés. Donc je mettrai Lille pour cette fois-ci. Match numéro 4 entre Strasbourg et Lyon. Lyon qui, après à sa belle semaine, notamment son match nul en Ligue Europa à West Ham, Lyon qui va donc se déplacer du côté de Strasbourg. Lyon qui reste sur 3 succès d'affilée et surtout 6 matchs sans défaite face à Strasbourg. L'historique des rencontres d'ailleurs plaide largement en faveur des Guns, avec 48 victoires, 26 matchs nuls et 21 matchs nuls et 26 victoires pour cette équipe de Strasbourg. Sans hésitation aucune, je mettrai Lyon, mais en même temps, messieurs, je me dis, dans un coin de ma tête, que Julien Stéphan peut jouer un sale coup aux Lyonnais. Donc voilà, victoire de part et d'autre. Ben, vous l'avez dit, Oni, on a la surprise de la saison et la grande déception, on dit la semi-déception de la saison, qui fait qu'au classement, on a une équipe qui s'affirme comme être sur le podium. Maintenant, on disait, ouais, ils seront là, européens. Là, quasiment, si Rennes ou Nice, comment on dit, s'ils font le con, ils vont tranquillement arriver derrière Marseille et à la fin de l'année se retrouver sur le podium. Pourquoi donc envisager une défaite? Je vois que Strasbourg a les moyens de s'imposer à domicile. Ils ont prouvé face aux grosses équipes cette année. Ils ont été costauds. En face, je l'avais annoncé, la petite recrue la semaine dernière, tout de suite elle a fait mouche tété. Un bon coaching, un bon recrutement, tout de suite rendement, ils arrachent cette victoire face à Angers, qui fait que, comme on dit, malgré le classement, Lyon va arriver avec une dynamique plutôt positive, une capitale confiance plutôt intéressante à Strasbourg. Donc c'est pour cela que je ne peux pas entrevoir un match nul. Pour moi, c'est soit une confirmation de cette équipe qui a déçu, mais qui revient un petit peu fort, mais en même temps, quand on les attend pour pouvoir donner la 5e, Patrice Basile, le pilote, il coince en 4. Donc, je ne sais pas. En tout cas, Strasbourg a les moyens de gagner à domicile. Donc, soit victoire à domicile de Strasbourg, soit là aussi, Lyon qui s'impose à l'extérieur. De toute façon, quand on joue Lyon, quand on joue Paris, quand on joue Marseille, ça reste des matchs importants, des matchs qu'il faut gagner. Et je pense que Strasbourg va vraiment tout faire pour faire plaisir à son public dans un match qui sera, à mon avis, de très haut niveau. Donc, un match plaisant à regarder. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut donner comme pronostic sur ce match? C'est vrai que Strasbourg, ils ont quand même pour eux d'avoir une bonne défense. Ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ça fait 3 clean sheets qu'ils ont fait. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont une assise défensive quand même assez solide. Et Lyon... Alors Lyon, c'est la guirlande de Noël, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Moi j'ai un peu l'impression qu'on va assister au même match que contre Angers. C'est-à-dire qu'on va assister à un match où Strasbourg va tout donner, va jouer un match de fou et Lyon va essayer de résister avec un effectif
qui normalement devrait encore une fois les situer dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, mais malheureusement cette année, je sais pas, il y a un petit truc qui s'est pas fait. Est-ce que c'est l'entraîneur, est-ce que c'est le, je sais pas. Donc moi sur ce match-là, j'avais envie de pronostiquer un nul par contre, parce que c'est vrai que pour moi c'est ces 2 équipes qui vont avoir beaucoup de mal à faire la différence. Strasbourg jouant à domicile, il y a peut-être un petit avantage. Donc si ceux qui peuvent, moi comme je vais mettre un victoire de Strasbourg et un nul pour assurer le coup. Voilà, mais sinon c'est un match que j'ai hâte de voir parce que ça peut être intéressant. Le problème de Lyon, c'est qu'ils sont impronosticables pour moi. La semaine dernière, je l'ai peut-être déjà dit, et même dans le courant du match contre Angers, vous regardez le match, franchement, c'est pas évident de connaître le score à la mi-temps, vous risquez de vous tromper. Donc c'est le facteur X, c'est le nouveau transfert qui a fait la différence cet été. Donc et en plus, je connais pas trop ce joueur. Est-ce que c'est vraiment constant ou est-ce que c'est un coup de chance ou donc je saurais pas pour ce match-là et j'invite les parieurs à ne pas prendre de risques pour le coup et de tenter le triple. Tout simplement, et pour la couverture totale. Un petit derby donc de Bretagne pour terminer entre Brest et Nantes. Je dois vous dire, messieurs, dames, que Nantes, c'est une série de 5 victoires consécutives face à Brest et 6 matchs sans défaite pour les Nantais. Regardons ensemble l'historique des rencontres entre ces 2 formations. 22 victoires pour Nantes, 9 seulement pour Brest et 5 matchs nuls entre ces 2 équipes. Moi, encore une fois, avantage aux hommes d'Antoine Comboiré. Je serais d'accord avec vous, Oni, sur ce match-là. C'est vrai que ces 2 équipes ressortent dos à dos dans le sens de leur dynamique, avec des victoires au forceps, un petit peu, voilà. En tout cas une dynamique quand même positive. Et cette confrontation de l'Ouest ne va pas se terminer pour moi sur un match nul, parce qu'encore une fois, nous avons une équipe de Nantes qui sait faire la différence, qui sait un peu aussi cadenasser au milieu de terrain. Donc pourquoi pas l'emporter face à Brest, même si on pourrait penser que Brest aurait de quoi peut-être endiguer un petit peu à la faveur d'un match nul, mais je reste quand même, puisqu'on a d'autres matchs sur cette grille sur une victoire à l'extérieur de Nantes. C'est le pari que je prends. Un derby reste un derby, ça c'est sûr, et je sais que les clubs bretons entre eux ne se font pas de cadeaux. Brest en plus a toujours été un petit peu le petit poussé par rapport à Nantes, donc je pense que là ils auront à cœur de montrer justement qu'ils ont le niveau pour rivaliser contre l'équipe de Nantes qui a toujours été le phare breton. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment l'équipe qui a toujours été la promotion bretonne dans le football français. Mais là, c'est vrai que c'est un match compliqué à pronostiquer. D'un côté, on a un Brest qui vient de battre Montpellier, donc qui est capable de fulgurance. Et de l'autre, on a un Nantes qui a prouvé cette année qu'ils avaient vraiment un vrai fond de jeu avec des super joueurs comme Colomboigny, comme Blas, qui sont capables de mettre des buts à n'importe quel moment. Donc moi, là encore une fois, je pense que c'est une grille qui va fonctionner beaucoup au nul. Donc je vais parier pour le nul, avec une petite préférence, enfin un petit plus sur Brest. Parce que Brest a beaucoup à gagner sur ce match et a prouvé justement qu'ils ont leur place en Ligue 1 et qu'ils peuvent rivaliser contre une équipe comme Nantes. Ouais, moi je m'attends à voir un Brest vraiment motivé parce que Nantes effectivement c'est un peu la Bretagne, un peu j'y vais. Et puis il y a 2 joueurs que j'aime bien quand même à Brest, c'est Satriano, le Uruguayen qui est arrivé là, qui est vraiment du bien en attaque, et puis Honora qui faisait le pendant avec Fèvre, même si Fèvre n'est plus là, il y a encore Honora qui fait des fois des petits hold-up, hein, vraiment, ils savent conclure des contres. Donc je vais tenter le coup Brest à domicile, qui est capable de faire le spectacle pour ses supporters. Merci Guillaume, on se retrouve les amis dans quelques instants pour la suite de cette émission, la suite de la descente, j'aime bien dire ça, la descente de la grille numéro 21 du Parion Sport L'Autofoot 15, grille à valider avant dimanche 58h55 ici en heure locale. Et puis je voulais également vous parler de l'application que souvent, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de la consulter, mais il y a également de très très bonnes informations sur notre application que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes Android ou encore iOS. Promis, tout à l'heure nous partons sur le rocher.
Retour sur le plateau de la feuille de match pour la descente de la grille numéro 21 du Parion Sport Loto Foot 15. Et oui, ils sont venus, ils sont tous là. Maître Pascal Bon, Patrice Basile et Guillaume Michaud sont présents ce soir pour vous aider à gagner le gros lot, puisqu'il y a 2 millions d'euros quand même à gagner. Donc en tout cas pour peu que vous validiez votre grille avant dimanche 8h55 et que vous ayez surtout les 15 bons pronostics. Au moins les 13 comme l'a fait le week-end dernier notre ami Patrice Basile. Messieurs, on poursuit avec le match numéro 6 déjà. Et oui, Monaco qui accueille 3. Monaco qui a remporté ses 4 derniers duels face à 3. Les Monégasques qui n'ont jamais perdu face aux Troyens à domicile en Ligue 1, il faut le dire. Ça aussi, c'est une information d'importance. À mon avis, les Monégasques l'emporteront, même si ce sera compliqué, parce que c'est souvent compliqué, on l'a dit au stade Louis II pour les Monégasques, mais je les vois bien l'emporter, d'autant plus que sur les 21 confrontations, ils ont remporté 12 et perdu 4 fois et concédé 5 matchs nuls. Pascal Bon. Je ne sais pas si Touzard est là, s'il joue en ce moment à 3. Mais c'est vrai qu'on a une équipe de Monaco qui est le ventre mou des favoris un petit peu cette année. Ils sont là tranquillement, 6e place. Enfin, ils se contentent d'un peu, peut-être parce qu'il manque ce public légendaire qui fait le 12e homme au stade Louis II, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir peut-être une surprise dans ce match-là, parce que c'est vrai que c'est des modestes confrontations, hein, mais 3 quand même gagné Nantes, je crois. Ils ont fait match nul contre Reims, ils ont gagné à 90e minute. Et le match d'avant pareil. Il y a un petit peu de mur, je vois, chez toi. C'est pas non plus la flamboyance à la strasbourgeoise, mais il y a un peu de mur. Donc on peut peut-être être déçu par ce Monaco qui a ce qu'on a dit, les pépites, hein, qui a les joueurs, qui a tout ce qu'il faut et qui. Voilà, ce côté figue mi-raisin, des fois nous surprend désagréablement. Donc je me dis, une petite victoire de Monaco à domicile, très laborieuse. Oui, je rejoins mon ami Pascal. C'est vrai qu'on pourrait comparer Monaco à une Ferrari qui a les potentiels pour aller très vite, mais qui choisit finalement à quel moment elle va aller vite. Et on a vu contre Paris, par exemple, que Monaco a produit un super match, parce que c'était un match de gala, parce que c'était un match où tous les joueurs étaient motivés. Et puis il y a d'autres matchs, j'ai l'impression, où ils viennent là, mais bon, ils font leur métier, mais sans plus. Et je reste fidèle encore une fois à ma théorie, qui est de dire, attention, méfions-nous des clubs qui ont faim, qui ont besoin de points. Et c'est vrai que 3, plusieurs fois, dernièrement, nous a montré que pour se sauver, ils étaient capables de gagner, même les plus gros. Et ils sont en train de se sauver, très clairement. Donc effectivement, Monaco il faut qu'ils se méfient. Ils ont effectivement de quoi gagner ce match largement contre une équipe de 3 qui est quand même limitée, soyons bien clairs. Mais il faut se méfier parce que 3, ils n'ont pas intention de descendre visiblement et ils ne descendront pas s'ils continuent comme ça. Alors moi je dirais Monaco vainqueur bien sûr, mais comme Pascal a dit, attention à 3, c'est pas n'importe quelle équipe non plus parce qu'ils ont envie de bien faire. Moi je crois pas trop en 3, hein. Je vois que c'est une équipe, je pense qu'il va descendre, enfin je sais pas. Enfin en 3 en lui, en 3 en Pascal. J'aime bien moi le jeu de mots. Parce que 3 ils ont galéré contre 1, ils ont gagné à 93e minute, ils étaient à 11 contre 10, ils jouent à 5 derrière, c'est un peu particulier. Et à Monaco, ils ont quelques joueurs qui reviennent, Golovin dont on n'avait plus entendu parler, qui commence à rejouer, Voland qui était au fond du trou, il recommence à rentrer de temps en temps, Ben Yeddermark, donc Chouameni, on n'en parle pas, c'est vraiment la perle de cette équipe. Donc je misais Monaco parce que finalement 6ème ils sont sûrs de rien, ils veulent quand même assurer l'Europe et 3 je pense être compliqué. Donc Monaco. Merci mon cher Guillaume. Messieurs, nous allons partir en Angleterre pour les 3 prochaines rencontres. La première d'entre elles, match numéro 7. Manchester City, Liverpool, ça c'est du match, the match, on va dire, match, donc le match de ce dimanche à regarder absolument, et ce ne sera pas un match bof, je vous le promets. 104 confrontations entre les deux équipes, 53 victoires pour les Reds, 19 pour la jeune équipe de Manchester City et 32, et oui, match nul entre ces deux formations. Mais Liverpool n'a plus gagné depuis le 10 novembre 2019, soit 4 matchs, et la dernière victoire des Reds à City remonte au 21 novembre 2015. À mon avis, la couverture s'impose quand même, parce que ce sont les deux leaders du championnat anglais qui s'opposent. Oui, Ronnie, mais j'ai envie de dire, soyez un peu couillu. Je n'ai pas fait de couverture complète, je vais garder pour les matchs d'après. Pour moi, vous l'avez dit d'une certaine manière, c'est le match
voilà, comment on dit ça, pivot pour le titre. Charnière. Voilà, on a cette espèce d'égalité parfaite, en tout cas dans les stats, où on sent qu'au niveau des joueurs, on n'a pas trop de blessés, on a quand même des joueurs qui sont à leur quasi meilleur niveau de chaque côté. De Bruyne, c'est extraordinaire en ce moment. Voilà, Liverpool, on a pu penser, les esprits chagrins, que la paire Sané, Mo Salah, maintenant on dit pas Mohamed, on dit Mo Salah, puisse pas retrouver un peu leur automatisme et leur complicité. Il n'en est point qu'un nenni. Et voilà, et aussi un point, 15 jours de plus, un match où on arrive à un point de différence, 30 matchs joués, donc il n'y a pas de match en retard qui puisse déséquilibrer sur le psychologique. Donc on est là dans cette espèce de rendez-vous dantesque. Et pour moi, il ne peut pas avoir à la sortie de ce match-là un nul. Il y aura soit une victoire de Liverpool ou soit une victoire de Man City. Et là, je sens aussi qu'on aura quelque chose de savoureux sur le plan tactique. Il y aura des prises de risque, il y aura des choix. Et les entraîneurs, vous avez vu, j'ai eu à défendre ces deux entraîneurs depuis le début de l'année. C'est un grand plaisir pour moi. Il faut bloquer cette espèce de créneau horaire. On met tout le monde dans les chambres et on se met devant la télé tranquillement parce que ça va être savoureux. Ben, c'est the match of the day. Soyons clairs, c'est pour moi les deux meilleures équipes du monde qui s'opposent là dans ce championnat. Et le vainqueur, effectivement, va passer premier. Et ce qui est intéressant dans ce match, c'est qu'on a vraiment deux équipes qui sont deux oppositions de style. Je ne sais pas si Guillaume me contredira, mais en fait, on remarque que, par exemple, Liverpool, c'est pas trop une équipe de possession. C'est une équipe qui a la culture de la rapidité, de la surprise, l'efficacité, etc., la contre-attaque. Et on a un Manchester City qui, lui... pour lui, c'est la possession en priorité, c'est garder le ballon, pressing agressif, occupation de l'espace, etc. Mais plus de fragilité, c'est-à-dire que ça demande aussi des risques. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment deux entraîneurs magnifiques, hein, les deux sont des géants pour moi, et qui ont deux styles complètement différents, qui vont s'opposer. Et alors, moi, évidemment, j'ai mis ma couverture totale parce que c'est impossible de savoir qui remportera ce match. Mais pour ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est vrai que je rejoins Pascal. Man City a peut-être un petit plus parce que Man City a plus de créativité dans son jeu. Et c'est la créativité qui paye souvent en football. Et c'est vrai que c'est super de les voir jouer, de les voir combiner, de voir comment ils arrivent à s'adapter à toutes les tactiques. Et c'est pour ça que je mettrais un petit plus à Manchester City sur ce match, parce que je trouve qu'ils ont vraiment l'art de changer sans arrêt de tactique et de pouvoir aller faire la différence quand il faut le faire. Donc, moi, je dirais City gagnant, mais pour ceux qui peuvent, couverture totale, parce que je pense que ça va être compliqué. Moi, je partage complètement l'analyse de mes confrères. Si j'avais pu mettre la couverture, je l'aurais mise. Malheureusement, j'ai mis sur le match de Lyon parce que j'ai un peu peur de Lyon. Je mettrais une pièce sur City parce que il y a un petit bémol côté Liverpool. C'est Ibrahima Konaté, il ne m'a pas trop convaincu contre Benfica. Il a marqué, mais défensivement, il donne carrément un but à Benfica, quasiment. Et City aura la balle, ça c'est quasiment sûr. Donc, et les deux entraîneurs se craignent beaucoup aussi. Je pense qu'ils ont préparé le match depuis quasiment un mois. Donc voilà. Donc je pense que les joueurs vont être peut-être un peu stressés. Donc ce serait un match nul pour moi ou la petite victoire de City 1-0 sur le fil du rasoir. Mais c'est clairement un match pour le titre. Hein. Mais gros match. Dis-moi, Foden, c'est quoi son poste? Moi je pense que c'est extraordinaire. Moi j'aurais mis les droits. Il est partout. Tu vois, son attaquant, avec Guardiola, les joueurs n'ont pas de poste. C'est extraordinaire. Il n'y a que des milieux de terrain avec Guardiola. Il y a un moment de ballon qui aime bien la garder. Là, non, grand joueur, grand futur joueur. Grand futur joueur. Messieurs, que dire du match numéro 8 entre Leicester et Crystal Palace? Palace qui vient de claquer Arsenal et Leicester donc qui est invaincu depuis maintenant 5 rencontres face à cette équipe de Crystal Palace. Mais Palace va bien, c'est vrai en ce moment, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont claqué Arsenal et sur les 5 dernières sorties, c'est 0 défaite, le bilan, hein, pas mal, hein, 0 défaite, 11 buts marqués et un seul but encaissé pour l'équipe de Patrick Vieira qui fait pour le coup un excellent travail du côté de Crystal Palace. L'historique des rencontres entre les deux formations très équilibrée également, 13 victoires partout et 9 matchs nuls. Et bien moi sur la forme du moment, moi je vois Crystal Palace l'emporter. Excellent choix, moi je reste là-dessus. Je vois une victoire face aux Wolves, c'était pas dit. Je vois aussi un match nul face à City, donc ça reste un match de référence comme entraîneur d'une équipe, on va dire, de deuxième rang après les très gros.
Et puis 2 victoires magnifiques de rang face à Everton et face à Arsenal. À Arsenal, 3-0 et 4-0. Je reste là-dessus, même si Leicester il y a un peu de mieux. Moi je me dis, il y a une belle dynamique en ce moment. Ça fait plaisir de voir Vieira sourire. Et on sent aussi qu'il y a des joueurs aussi qu'on découvre au détour de ces matchs-là. Crystal Palace peut-être trouver le débridage qu'il fallait parce qu'ils étaient un peu timorés en début de saison. Je rappelle le fameux Leeds Crystal Palace qui était assez cadenassé avec notre ami Bielsa. Donc là je donne la victoire à l'extérieur de Crystal Palace. Moi, je tire un coup de chapeau à Patrick Vieira parce que ce qu'il arrive à faire avec Crystal Palace, c'est fabuleux. Voilà une équipe moribonde qu'on ne connaissait quasiment pas ou quasiment tout le temps en fin de queue de championnat. Et puis voilà qu'il claque but sur but, 7 matchs sans défaite, et puis qu'il y a des joueurs qui se révèlent, hein, soyons clairs. Il y a des joueurs comme Zaha, comme Matela, évidemment il y a Ayou. Enfin, non, les résultats de Crystal Palace en ce moment sont vraiment incroyables. Et normalement, si on reste sous cette logique, il devrait battre Leicester. Alors maintenant, Leicester, attention, ça reste quand même une équipe, comme je le qualifierais, de poil à gratter. C'est une équipe très difficile à jouer, compliqué à déborder. Donc il faut aller chercher cette victoire à Leicester, ça va pas être simple. Donc moi j'ai préféré mettre un nul parce que dans ce genre de match, c'est vrai que c'est compliqué de pronostiquer une victoire de l'un ou de l'autre. Avec une petite préférence sur Crystal Palace parce que la dynamique actuellement qu'ils ont laisse à penser que peut-être qu'ils pourraient rééditer leurs exploits à Leicester. Mais moi, ma première idée, c'est plutôt le nul. Surtout que Leicester n'a pas, je crois que Vardy n'est toujours pas là. Et sans Vardy, Leicester, c'est pareil. Par contre, ils savent défendre. Ça, pour défendre, il n'y a pas de problème. Ils peuvent cadenasser un peu comme Atlético de Madrid. Et c'est ça qui fait que malheureusement, on peut arriver à un match nul là-dessus. Vous croyez au piège de cristal Pour les runners, attention au piège, oui, effectivement. Et puis ça, c'est pas là, hein, c'est... Plus sérieusement, il faut que chaque équipe a ses points forts et ses points faibles. Peut-être un peu plus de jeunesse côté Crystal Palace, des joueurs qu'on apprend à connaître, Gallagher, Zaha, Wilfried Zaha, l'Ivoirien. Donc une équipe assez intéressante. Leicester, on les connaît depuis un peu plus longtemps, un peu plus expérimentés. Ils ont le même nombre de points. Et chercher un match un peu bof dans la grille, c'est finalement celui qui se rapproche le plus parce que les deux équipes étant 9e et 10e, ne peuvent pas espérer grand chose. Hein. Donc allez, j'ai tenté le match nul sec en espérant que ça passe. Match numéro 9, on reste toujours en Angleterre avec Brentford qui reçoit West Ham. Brentford qui a remporté la seule confrontation entre les deux clubs, c'était au match aller. West Ham voudra à mon avis se venger. Je vois bien les Hammers l'emporter. Pour moi, ce sera la victoire de West Ham. Je suis à peu près un peu plus mesuré sous ce match-là parce que je reste peut-être attaché à cette claque que Brentford vient de figer à Chelsea avec la manière. Avec la manière, c'est pas genre des buts casquettes du dimanche après-midi en Angleterre. Non, là on avait quand même des constructions. J'ai l'impression de voir une équipe beaucoup plus autocassante. Je dis, Brentford, ils sont quasiment 14 ou 15e, ils sont 14e. Je dis, franchement, et là je me dis, pourquoi pas continuer à domicile face à West Ham. C'est vrai que West Ham, c'est le Strasbourg de la Première Ligue cette année. Et voilà, ils ont fait un match pas trop mauvais contre Lyon cette semaine. Je sais pas, je me dis qu'ils ont laissé aussi parfois des points qui font qu'ils sont que là, parce qu'ils ont du beau jeu. Et je me dis peut-être contre Brentford, ça peut faire soit une victoire de Brentford ou bien un match nul, mais je ne vois pas West Ham l'emporter à l'extérieur sous ce match-là. On sent que cette équipe a fait comme ils disent, ils ont envie de prendre des points Brentford et ça joue au ballon. Donc j'ai aimé ce que j'ai vu contre Arsenal, donc ils peuvent continuer à faire de même. Contre Chelsea. Contre Chelsea, excusez-moi. Oui, mais West Ham reste West Ham. West Ham, contre des équipes comme Brentford, justement, ils savent comment jouer. Ça reste quand même solide. L'attaque est en place. Alors, Brentford, oui, ils ont mis 4 à Chelsea, mais je reste persuadé que Chelsea, en ce moment, a des problèmes internes, pour les raisons que l'on sait, et que le Chelsea d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a quelques temps. Donc je ne prends pas ce match-là en référence et je me dis quand même que, en tant que parieur, que West Ham, 6e, a toutes les chances d'aller battre un Brentford, justement, qui s'est signalé comme étant une équipe compliquée à jouer, donc ils vont être vigilants.
Et puis ils ont des arguments, il y a Molenko, même si Bowen est absent, mais bon, ils ont des petites pépettes quand même devant qui sont capables de claquer des buts, donc je vais faire confiance à West Ham et mettre West Ham gagnant. Moi j'avais préparé la grille en début de semaine en me disant oh, ils ont battu Chelsea 4-1 et là ils retombent sur un derby parce que Brentford c'est une équipe de la région de Londres. Ouais. Je me dis est-ce qu'ils vont pas le refaire, donc j'ai tenté le coup, victoire de Brentford est nul parce qu'il y a toujours des surprises dans les grilles et celle-là pourquoi pas. Après j'ai vu le match de Chelsea contre Real, donc c'est vrai que voilà, je laisse le show aux barrières, mais j'avais parié la victoire de Brentford ou le match nul. Merci Guillaume Michaud. Nous partons maintenant, messieurs, en Allemagne pour le dernier match avant la deuxième pause de cette émission. Le Red Bull Leipzig qui reçoit Hoffenheim. Et regardez, 6 victoires pour Red Bull, 3 pour Hoffenheim, 3 matchs nuls. Voilà le bilan des 12 confrontations entre les deux clubs. Hoffenheim est invaincu depuis 2 rencontres, mais n'a gagné qu'une seule fois à Leipzig de toute son histoire. Et puis du côté de Leipzig, il y a un Guadeloupéen qui est en feu. Il s'appelle Christopher Nkunku. Je vois bien Leipzig l'emporter. Moi également, j'ai pas de doute là-dessus. Après le match qu'ils ont fait contre Dortmund, pour moi, ce sont des matchs qu'il faut garder en référence. Il fallait le faire. Il fallait faire ce match-là. Et puis, comme je le dis, cette équipe, elle correspond à mes valeurs. Ça reste une équipe qui assume le fait qu'elle est comme beaucoup de risques. Ils jouent quasiment à 3 derrière et tout le reste c'est milieu de terrain et l'attaque et c'est très très beau à voir. En tout cas quand le jeu léché de Leipzig passe, c'est très 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 beau, c'est très spectaculaire et je ne vois pas Hoffenheim pouvoir endiguer cette marche-là. Il y a eu un moment, quelques semaines, on a senti que Leipzig commençait un peu. Et puis là, c'est reparti et je pense qu'on peut rester sur des dynamiques. Donc j'ai mis une victoire du RB Leipzig, Red Bull, à domicile. Sur le papier, c'est vrai que ces deux équipes sont à peu près assez proches, puisque au niveau du classement, il y a quelques points qui les séparent à peine sur le papier. Mais par contre, si on regarde la trajectoire des deux équipes, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que Leipzig, en ce moment, est en plein boom. C'est une trajectoire positive. Effectivement, ils viennent d'en mettre 4 à Dortmund avec un coucou en feu. Ils ont une grosse confiance. C'est une équipe qui a vraiment trouvé qui progresse sans arrêt. Ça fait plusieurs années qu'on la voit. On l'a vu contre Paris Saint-Germain, etc. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, elle amène un plus. Et à l'inverse, Hoffenheim, ils ont une trajectoire inverse. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu en train de descendre doucement. Même s'ils ont fait nul contre Bayern dernièrement, mais est-ce que ça suffit? Donc voilà, moi je pense que Leipzig est favori sur ce match sans aucun problème, et que Hoffenheim, ça va être compliqué. Donc pour moi c'est Leipzig vainqueur sec là-dessus. Ça va pas être un match évident parce que c'est vrai que Leipzig a joué jeudi contre Atalanta avec un partout. Donc c'est un résultat plutôt mitigé. Après, ces 2 dernières équipes qui ont été entraînées par Nagelsmann, elles ont été marquées par cet entraîneur parce que c'est des équipes qui attaquent. Donc je mettrais Leipzig parce ils ont un meilleur effectif et ils jouent à domicile. Mais attendez-vous à un match spectaculaire. Vous pouvez parier sur 4 buts et plus. Vous risquez de remporter votre pari. Voilà. Merci Guillaume Michaud. Tout à l'heure les amis, nous allons partir du côté de Naples. Pourquoi pas se manger une pizza? Pas Buitoni, sinon je vous offre. Si vous avez une pizza avec Buitoni, vous avez forcément le Kinder qui va avec. Donc je ne vais pas vous faire cela ce soir messieurs. On se retrouve dans quelques instants, quelques courts instants, juste après cette page de réclame comme on dit. À tout de suite. Retour sur le plateau de la feuille de match pour la dernière partie de l'émission, une partie qui sera consacrée bien évidemment aux 5 dernières rencontres, mais également à la plaidoirie de Maître Pascal Bon qui devra défendre un sérieux client, la personne d'Atem Benarfa. Messieurs, nous poursuivons donc avec Pascal Bon, avec Patrice Basile et Guillaume Michaud, cette grille numéro 21 du Parion Sport Loto-Foot 15, match numéro 11 entre le Napoli et la Fiorentina. La Fiorentina qui n'a perdu que 2 fois au cours de ses 5 derniers voyages à Naples. Cela dit, a
un point du leader. Les Napolitains doivent absolument l'emporter. Mais regardez encore une fois l'historique des rencontres entre ces deux formations, messieurs. Vous allez voir que c'est super équilibré, 48 victoires partout. Et il y a eu 41 matchs nuls. C'est peut-être là aussi qu'on pourrait placer un triple. Parce que c'est vrai que ce match-là, il vaudra son pesant d'or, mais il est aussi plutôt indécis. Voilà, donc moi je resterai quand même sur l'équipe qui reçoit, celle du Napoli, et je lui accorde d'ailleurs la faveur de mon pronostic, victoire du Napoli. Oui, moi aussi je vois Napoli confirmé face à une modeste Fiorentina. Elle joue le titre cette année, crânement. On pensait qu'elle était un peu décrochée à un moment, vous vous souvenez. Et là, encore une fois, au niveau des matchs joués, égalité parfaite avec le Milan AC. Le Milan AC n'a pas su causer l'écart en début de semaine. Il faut qu'à domicile, Naples se fasse respecter si elle veut mériter le titre. Et je sais que Osimhen n'a pas marqué le dernier match, donc il aura faim contre la Fiorentina. Insigne a mis son fameux penalty habituel. avec Immobilier, les gars, ils vont faire le concours des penalty pour le championnat italien. Mais je vois un Napoli solide dans ce match-là. Mais moi, quand je regarde le championnat italien, j'ai l'impression de voir un Grand Prix de Formule 1 avec 3 adversaires qui n'arrêtent pas de se doubler, se redoubler, et qui voient la ligne d'arrivée arriver loin, mais on ne sait toujours pas qui est-ce qui va gagner. Et c'est vrai que c'est ça qui est passionnant avec ce calcio. Et on voit que Naples, par exemple, n'a plus qu'un point pour retrouver la tête. On voit que de temps en temps, c'est Milan AC qui cale, de temps en temps, c'est l'Inter qui cale. Mais il y a une Ferrari et Juventus qui derrière qui a. Et puis, Juventus, ils ont perdu un peu de terrain là, malheureusement pour eux. Mais c'est magnifique. Et donc là, voilà, Naples a besoin de ces 3 points et la Fiorentina n'a pas l'intention de leur donner parce qu'à chaque fois, c'est les petites équipes qui font les empêcheurs de tourner en rond. Donc, je pense que Naples est super motivé à gagner ce match. Donc, évidemment, je mettrai Naples vainqueur potentiel. Mais en sachant que, attention, des équipes comme la Fiorentina restent quand même des adversaires très très dur à jouer et il va falloir aller chercher les 3 points. Mais on peut faire confiance à des Osimhen et compagnie parce qu'aujourd'hui Naples, ils ont le vent en poupe et puis j'ai l'impression que rien ne va les arrêter. C'est vrai que Naples est largement favori pour ce match-là, mais attention quand même à la Fio qui ont des joueurs. Alors ils n'auront pas Piontek, leur buteur qui sortait du Milan notamment et du Bayern Leverkusen. Mais ils auront des joueurs comme Nicolas Gonzalez. Piatek, pardon, Christophe Piatek. Mais ils ont encore Brigui, leur capitaine, qui est un excellent joueur qui a fait un très bon match contre Empoli. Ils ont Nicolas Gonzalez, argentin. Ils ont quelques bons joueurs quand même dans l'effectif. Donc je vais quand même essayer le match nul en me disant que Napoli, il y a des équipes qui vont pas réussir à faire le 100% parmi les premiers. Je vois pas Napoli faire le 100% pour être champion. Donc je tenterai le match nul ou la victoire de Napoli. On reste en Italie avec le match numéro 12 entre Sassuolo et l'Atalanta de Bergame. Sassuolo qui n'a gagné qu'une seule fois à domicile face à Bergame. C'était le 24 novembre 2013. Les Bergamasques qui restent sur une série de 16 matchs sans défaite face à cette équipe de Sassuolo. Regardez encore une fois l'historique des rencontres entre les deux formations. 2 victoires seulement pour Sassuolo, 12 pour l'Atalanta de Bergame et 5 matchs nuls au total des 19 confrontations. Pas de souci pour moi. Moi, je me suis dit, bon, allez, on va mettre ça de part et d'autre. Victoire de part et d'autre. Voilà. Ben on dit c'est sur ce match-là que j'ai mis ma couverture complète. Parce que Sassuolo, c'est l'équipe vraiment poil à gratter tout azimut cette année. On a découvert les Berardi, il y en a d'autres joueurs qui sont intéressants, à jouer, ils ont un vrai fond de jeu. Bon, ils sont peut-être un peu de temps pour pouvoir jouer les premières places cette année, mais si c'est une équipe qui se consolide et qui finit correctement sa saison, on peut compter sur forcément une équipe dont on doit devoir plutôt prononcer de mieux en mieux le nom, face à une équipe d'Atalanta qui, on l'a dit, cette semaine a fait un match nul face à Leipzig. Donc c'est une équipe qui on sait son potentiel, mais qui ne confirme pas tout le temps. Et je me dis que ce match-là, il peut se terminer, puisqu'on est en Italie, sur un match nul ou une victoire sur des exploits individuels de part et d'autre. Même si je l'ai dit, à Sassuolo, il y a un fond de jeu assez léché, un peu à la lance, qui est intéressant à regarder. Je sais aussi que des fois, Atalanta au forceps s'y mettent aussi des belles individualités au service du collectif et marquer même à l'extérieur. Donc, couverture
pour moi complète, même si ces deux équipes ne jouent pas de titre particulier au championnat. Ben moi, je suis comme Pascal, j'ai eu beaucoup de mal à me faire un avis sur ce match qui, effectivement, n'est pas très évident à pronostiquer. Alors, on peut éventuellement aller gratter quelque part le fait que l'Atalanta en avait mis 5 à Sassuolo au match aller. Et que probablement que Sassuolo les a gardés là, en fait, et a envie un petit peu de leur redonner de leur redonner la pièce. Parce que c'est vrai que Pascal a raison, Sassuolo ça joue. Sassuolo, c'est une équipe qui a toujours super formé. Par exemple, ils avaient battu, je crois, à l'Inter 2-0. Donc voilà, donc moi je pense qu'à domicile, Sassuolo a une revanche à prendre et qu'ils vont la prendre. Donc j'ai pronostiqué victoire de Sassuolo sur ce match, même si l'Atalanta, effectivement, reste une équipe redoutable et qui a fait des résultats récemment quand même assez intéressants. Mais voilà, dans un match comme ça, l'aspect psychologique doit jouer beaucoup. Donc je pronostique Sassuolo, je prends le risque. C'est clairement les deux emmerdeurs du championnat. Pour moi, l'Atalanta et Sassuolo, c'est les petits qui aiment faire tomber les gros. Là, pas de chance, ils s'affrontent. Donc, qui sera le roi des emmerdeurs? Je mettrai une pièce sur Sassuolo, parce que l'Atalanta a joué en jeudi et que Sassuolo accueille. Donc, ça, c'est quand même un avantage. Et puis qu'ils ont un buteur qui s'appelle Scamacca à Sassuolo. Il a plein de tatouages. Je sais pas si vous l'avez vu, il est peut-être vraiment de gangster. Il était intégré avec l'équipe d'Italie. Il n'arrête pas de marquer en ce moment. Donc, j'espère qu'il marquera ce week-end et qu'il me fera gagner un peu d'argent. Donc, victoire de Sassuolo pour moi. Victoire de Sassuolo carrément pour Guillaume Michaud. Match numéro 13, on file à Turin, le Torino qui accueille le leader. On en a tellement parlé du Milan AC que les voici qui font leur arrivée sur cette grille numéro 21 avec 62 victoires pour les Milanais dans cette confrontation face au Torino, 26 victoires pour le Toro et puis 46 matchs nuls entre ces deux formations qui se sont déjà affrontées quand même 134 fois, tenez-vous bien, 134 confrontations entre ces deux équipes. Le Milan AC, il faut le savoir, est invaincu face au Torino depuis maintenant 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Mais les Milanais, c'est seulement 2 victoires au cours de leurs 10 derniers déplacements en terre turinoise. Eh bien, malgré tout, je vais leur faire confiance et avec ça, je vais même rajouter un petit match nul. Ben oui, Oni, j'ai envie de dire qu'au regard de cette grille, on aurait mis rapidement, dire, allez, on passe au match suivant, on coche Milan. Et en même temps, j'ai parcouru un peu les 5 à 10 derniers matchs du Milan. Ça n'a pas été des victoires fleuves, c'est plutôt... je vois comment ils font pour être encore premier, puisque c'est des... mais ça gagne. Non, mais c'est 1-0, des fois c'est match nul aussi, c'est match nul. Udinese c'était match nul, Inter c'était match nul. On sent quand même qu'ils forcent un petit peu. Jusqu'à quand ils pourront rééditer ces exploits de l'emporter avec des courtes, des espèces de courtes différences de buts. Moi, je me dis que attention à cette équipe de Torino à domicile. Pour autant, on va dire, comme ils savent le faire face à Empoli, on va dire 1-0. Encore 1-0 peut-être pour le Milan AC face à cette modeste équipe de Torino, mais je dirais que je n'en parle pas large sur ce match-là. Bah, c'est vrai que quand on s'appelle Torino, qu'on arrive de la Ligue 2, de la série 2, je crois qu'ils ont, et qu'on joue contre le Milan AC, ben on joue un match de gala, on joue le match qu'il faut absolument gagner pour faire plaisir à son public. Donc chaque fois que le Milan AC ou Naples ou l'Inter vont jouer contre des équipes comme ça, et ben à chaque fois ils vont se retrouver avec des problèmes parce que les équipes en face sont surmotivées, sont galvanisées, et c'est pour ça d'ailleurs que le championnat est aussi serré, parce que vous avez des Milan qui se font prendre des fois par des équipes modestes, vous avez Naples aussi. Donc voilà, donc là on a une équipe Milan AC qui est en tête, donc qui pour le rester doit avoir absolument ses 3 points. Et vous avez Torino qui va tout faire pour l'en empêcher. Donc, normalement, oui, logiquement, on doit pronostiquer Milan AC vainqueur. Mais attention, on dit toujours, attention, danger pour celui qui pense avoir déjà gagné avant d'avoir joué. Voilà. Donc, moi, évidemment, je pronostique Milan AC vainqueur, mais je souligne qu'il y a un risque, qu'il y a un danger.
Parmi les 4 équipes qui sont devant en Serie A, c'est vraiment le Milan qui m'enchante le moins dans le jeu, en tout cas. Ils sont premiers, ils jouent au Toro. Toro avait fait match nul contre l'Inter il y a quelques semaines, donc c'est une équipe finalement qui joue le jeu, parce qu'on aurait pu se dire allez, on va laisser l'Inter gagner parce que la Juve, on veut pas qu'il soit champion. Non, ils jouent le jeu. Il y a Belotti qui aime bien jouer les gros, parce que ça fait des années que le Torino, il aimerait bien être transféré, je pense. Donc je pense qu'il fera un gros match, et donc j'ai tenté soit le match nul, soit la victoire de Milan qui serait la logique, mais rien n'est fait pour moi, et attention à ces déplacements là pour moi pour les 4 premiers. Exactement comme moi. Merci Guillaume. Le match numéro 14, et vous l'avez compris, nous allons partir en Espagne avec ce Espagnol Barcelone contre Celta Vigo. 27 victoires pour l'Espagnol, 25 pour le Celta, et puis 22 matchs nuls. Là aussi, très équilibré, les 74 confrontations entre les deux clubs. Mais le Celta reste sur une série de 6 matchs sans défaite face à l'Espagnol. Ça, il faut le savoir. La dernière victoire barcelonaise remonte, tenez-vous bien messieurs, au 18 septembre 2017. Moi, je m'arrête juste au milieu. Pour moi, ce sera un match nul. Ah bon? Ouais. Moi, je reste sur l'excellent match du Celta Vigo face au Real, même s'ils ont perdu. C'est une équipe qui a fait match nul contre le Betis. Je vois pas l'Espagnol avoir les moyens peut-être de contrarier cette équipe, même s'ils sont très proches au classement. Pour moi, ça sera ce risque-là que je prends. Une victoire à l'extérieur du Celta Vigo face à l'Espagnol de Barcelone. Bah, moi, je sais pas, mais moi, j'ai désigné ce match-là comme le match bof. Parce qu'effectivement, on est vraiment dans le ventre mou espagnol. Bon, effectivement, avec 2 équipes qui ont le même nombre de points, avec des arguments tactiques et techniques qui sont quand même assez proches. Bon, alors, évidemment, Celta Vigo a forcément des arguments qui sont supérieurs à l'Espagnol. Mais l'Espagnol a déjà montré qui savaient faire des matchs. Ils ont fait, je crois, nul dernièrement contre je ne sais plus quelle équipe. Mais bon, moi, je suis un peu dubitatif là-dessus, et je vais mettre un nul aussi, parce que sur ce genre de match, c'est difficile de sortir un vainqueur. Et sur les matchs bof, en général, vaut mieux miser sur le nul. Donc moi, je mise le nul, un nul sec. Moi j'ai ma petite préférence pour Celta Vigo, par les joueurs qu'ils ont tout simplement. Il y a du Nolito, il y a du Iago Aspas, Santimina, Servi, enfin voilà des joueurs dont on entend un peu parler de temps en temps. Ils ont fait un gros match contre le Real malgré la défaite. Donc vu ce qu'ils produisent actuellement et ce qu'a pu produire Espanyol Barcelone depuis le début de saison, malgré leur buteur Raúl de Thomas, non, ça fera une victoire pour le Celta pour moi. Messieurs, 1 minute et demie pour conclure sur le dernier match entre Levante et le FC Barcelone. On parle beaucoup du Real Madrid, mais que dire du Barça qui est revenu du diable vauvert et qui est là, tranquillement, qui est assis, installé à la 2e place, même s'il y a encore un peu de danger derrière. Mais voilà, les Barcelonais sont revenus depuis le retour de Xavi. Le Barça n'a perdu que 5 fois face à Levante. Les Blaugrana qui restent sur 4 matchs sans défaite. Et puis, ils sont largement devant dans l'historique des rencontres entre ces deux formations. Regardez bien, 27 victoires pour les Blaugrana, 5 pour Levante et 5 matchs nuls également. À mon avis, la victoire du Barça ne souffre d'aucune contestation. Pascal. Oui, sauf si on considère que le match d'avant est un match accidentel. Parce que Levante, contre toute attente, c'était pas sous la grille, mais a donné une fessée. Enfin, pour moi, c'est quasiment une fessée, parce que Levante, on a souvent dit ici que c'était l'équipe 3 points. Et là, le Villarreal, qui a gagné de Munich, s'est pris 2-0 à domicile pour le Levante. Je dis bon, ok. Donc, en tout cas, les Blaugrana sont avertis. Ils n'ont pas arrivé en anneau expiatoire à la maison. C'est vrai qu'on aimerait encore que le Barça se rapproche, titille un peu le Real qui est à 12 points. Encore, il faut récupérer les 12 points d'écart face au premier et puis s'éloigner un peu, faire un peu de distance avec ceux qui sont derrière. Mais moi je vois quand même une victoire avec ce que Barcelone peut développer s'il joue un match sérieux. Et puis on en a parlé, mais messieurs, quel but de Pedri, mais c'est extraordinaire. La double fixation, mais ça c'est ça qu'on aime voir au foot.
C'était extraordinaire. Ah oui, et puis c'était un moment compliqué. Il fallait quand même retrouver l'efficacité. Il a fait. Et je me rappelle, Pedri Soukoman, malheureusement, qui était doué déjà, mais on sentait qu'il manquait quelque chose. Et là, il arrive à maturité sur l'air Xavi. Et je pense qu'ils vont encore faire des misères à Levante malgré tout. De toute façon, ça fait plusieurs semaines qu'on ne se trompe pas sur Barcelone. On donne toujours le bon pronostic et pour cause. Parce que c'est une équipe aujourd'hui qui se retrouve seconde, après avoir été 13e ou je ne sais plus combien. Ils sont seconds, ils sont les dauphins, les gentils dauphins de Real Madrid. Et ça continue, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Effectivement, avec des joueurs comme Pedro González, donc dit Pedri, qui est une pépite à nouveau, qui décidément, c'est ce Barça, ils n'arrivent pas de trouver des pépites. Et puis vous avez donc les Dembélé qui reviennent en forme, on l'avait déjà dit, etc., etc. Donc moi, j'ai grande confiance en cette équipe qui ne va pas s'arrêter en chemin. Les Levante, en plus, ils ont beaucoup d'absents. Très honnêtement, je pense qu'ils sont en route pour la descente, à nouveau. Et que ce Barça-là ne peut pas s'arrêter, ne peut pas perdre contre les Levante, même si tout est possible, évidemment, mais aujourd'hui, ils ont une dynamique tellement positive voilà, je pense que sur ce championnat, si Real marche bien, ils seront champions, mais attention à Barça derrière, qui de toute façon va retrouver la Ligue des Champions, et c'est tant mieux pour le football. Bravo à Levante qui a quitté sa 20e place. Je pense qu'ils vont la retrouver la semaine prochaine. C'est un déplacement assez court pour Barcelone. Voilà, donc je pense que ce sera une victoire vraiment facile pour Barcelone. Et puis pour Pedri, je dirais qu'il a quand même un bon entraîneur qui, si vous vous souvenez, jouait un peu comme lui. Donc il a de quoi s'inspirer. Donc bon vent à lui. Et puis voilà, je pense que comme toi, le Barça sera en Ligue des Champions l'année prochaine, avec plaisir. Ah, ça c'est sûr que les Barcelonais vont retrouver la plus belle des compétitions européennes la saison prochaine. Merci messieurs pour tous ces pronostics qu'on va compiler et qui vont s'afficher en fin d'émission dans la synthèse que nous allons vous proposer, la grille synthèse que nous allons vous proposer bien évidemment. Messieurs, l'heure est venue de retrouver notre ami Pascal Bon dans Parole à la Défense. Et Pascal Bon, votre client, on l'a dit, on l'a répété au cours de cette émission, n'est autre qu'Hatem Ben Arfa, le joueur, pour peut-être plus longtemps encore, de Lille, accusé de psychopathie aggravée. Vous avez Oni, ami du foot, dans la carrière de l'avocat, on a toujours ces clients un peu lourds à porter, mais qui restent là, on les supporte, on les supportera toujours. Ils sont en réitération, en récidive. Et donc, on est là pour aussi utiliser tous les outils pour pouvoir permettre d'espérer un changement, une amélioration, une reprise en main. C'est vrai que notre accusé de ce soir, bien évidemment, il s'est un peu illustré. Je pense que certains l'attendaient à Lille. Il n'a pas pu tenir plus de 6 mois. Voilà, il a eu une altercation avec un membre du vestiaire, un joueur, Thiago Diallo. L'entraîneur s'en est mêlé et donc il a manqué de respect à la fois envers ses coéquipiers et envers Gouvernet en lui rappelant l'époque Guingamp et le prenant de haut. Et c'est vrai que l'accusation tient. L'accusation est laquelle? C'est évidemment cette question de la psychopathie de mon client. Et je suis allé chercher une définition en général de ce qu'on appelle psychopathie, en plus aggravée puisqu'il récidive, et on ressent un peu les traits qui sont un peu dans la vie d'Hatem, une tendance à la dépression, une capacité à changer d'émotion, un problème d'empathie, une absence de culpabilité, une intolérance à la frustration, des changements d'humeur, et puis une problématique de respecter les règles sociales. Donc on ne peut pas dire que ça ne corresponde pas au comportement qu'a eu Hatem, dont on a tous les superlatifs, comme on pourrait chaque fois le comparer à l'époque, aujourd'hui à Benzema, parce qu'à l'époque à Lyon c'était les deux pépites, et on dirait aujourd'hui que le superlatif ça sera le plus grand gâchis du football, en tout cas moderne en France. Ça reste le plus doué de sa génération, Hatem Ben Arfa, à 35 ans. On a l'impression que
peut-être qu'on a peut-être trop appuyé sur la dimension sportive et peut-être que sur l'aspect curatif, on ne s'est pas dit sérieusement, ben il faut le soigner, il faut qu'il y ait des cachets, il faut lui donner le médicament qu'il faut pour stabiliser son caractère, puisqu'on ne peut pas avoir un tel trouble de la personnalité à chaque fois, alors que sous le plan purement footballistique, voilà, du business football, il est extrêmement bon, mais c'est pour ça qu'on a négligé cette partie-là. Et quelle meilleure attestation dans cet aveu de faiblesse que celui de son ex-agent qui est tellement dégoûté, parce que je pense qu'il y a cette frustration même des gens autour pour dire que ça fait 17 ans qu'on se bat pour le relever à chaque fois, et là on a l'impression que c'est encore la énième fois de trop à Lille où il manque de respect, et il dit voilà, c'est quelqu'un qui aime le respect mais qui n'en procure pas, quelqu'un qui aime l'empathie mais qui n'en procure pas, quelqu'un qui n'aime pas la fausseté mais qui est un peu faux. Et là on a l'impression que ce joueur va devoir, et mon client va devoir abdiquer cette fois-ci et accepter une peine beaucoup plus lourde et moins clémente. Mais en même temps j'ai envie de dire que là, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé ces problématiques de personnalité? Voilà, c'est une star, c'est un joueur qui est doué, on le dit tout le temps, mais à côté de ça, il y a ce côté humain, où on n'a pas peut-être assez travaillé sur l'aspect curatif, je le dis. Ce jour-là, ce sera aussi une grande déception, je le dis, pour tout le football à la fois, puisqu'il a été globe-trotteur partout, et aujourd'hui, on est quand même déçus. On peut se dire, ah ben, je l'avais dit, mais on peut penser aussi en disant encore un gâchis d'un football français. Gros gâchis. Ah ben oui, on peut faire l'opposition entre Benzema et Ben Arfa qui sont nés footballistiquement parlant à la même époque, et voir les carrières des deux. Bon, moi je sais Nasri, que je me rappelle quand Ben Arfa jouait par exemple à Nice, il a fait une saison exceptionnelle. Il avait réussi à faire de Nice une équipe qui était deuxième championnat avec des matchs fabuleux. Non, c'est un gâchis monumental et inacceptable, impardonnable. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce garçon qui avait toutes les cartes en main. Et alors, il s'en sort bien parce qu'il a eu des super salaires et des super contrats, mais footballistiquement parlant, ça sera comme un peu comme Nasri d'ailleurs. Hein. Nasri n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir non plus. Hein. Dommage. Moi, je rajouterais juste que c'était prévisible, hein, tout simplement. Donc, c'est pas une surprise pour moi ni pour les autres. Je dirais juste que c'est dommage que ce type de joueur n'ait pas eu un petit suivi psychologique, parce que je pense que le staff a dû se rendre compte assez tôt, que ce soit à Marseille ou à Lyon ou à Marseille, qu'il y avait un petit souci avec le gamin. Donc il a continué à faire ses bêtises, et voilà, à 35 ans, il est encore un grand gamin, quoi. C'est dommage. Mais j'espère qu'il ne retrouvera pas de club, voilà. C'est clair. Et qu'il sera à la retraite, c'est tout ce que je lui souhaite. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une saison complète, hein, à tel Ben Arfa. Bon, voilà, j'avais ça à dire, je l'ai dit. Les amis, merci. On va maintenant retrouver la synthèse de la grille qui va être proposée à nos amis auditeurs. Je rappelle que cette grille est à valider avant dimanche. 8h55, dimanche 20, qu'est-ce que je raconte pas 20, mais dimanche ce sera le 10 avril à 8h55 ici en heure locale. Il y a 2 millions d'euros à gagner, tenez-vous bien, prenez vos stylos également pour noter les pronostics que nous vous proposons en guise de synthèse. Marseille-Montpellier, le 1 et le N. Lens-Nice, le 1 et le 2. Angers-Lille, le 2. Strasbourg-Lyon, le 1 et le 2. Brest-Nantes, le 1 et le 2 également. Monaco 3, le 1. Manchester City-Liverpool, le 1, le N et le 2. Leicester-Crystal Palace, le 2. Brentford-West Ham, le N et le 2. Leipzig-Hoffenheim, le 1. Naples-Fiorentina, le 1 également. Sassuolo-Atalanta de Bergame, le 1. Torino, Milan AC, le 2. Espagnol, Barcelone, Celta Vigo, le N. Et enfin, Levante FC Barcelone. Nous vous proposons, en tout cas, la grille, la synthèse vous propose le 2. Mais bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de reprendre les pronostics de Patrice Basile, ceux de Maître Pascal Bon, encore ceux de Guillaume Michaud, voire même ceux de Ronnie Béral, même si je ne suis pas l'égal de ces messieurs en matière de pronostics. Merci. En tout cas, les amis, on se retrouve jeudi prochain. Oui, Ronnie. Jeudi saint. Jeudi saint. Venez avec vos couronnes, hein, pour les saints. En espérant qu'on fasse de nos téléspectateurs des gens riches
Bah oui, ils le seront. 2 millions d'euros quand même. Ils le seront ce week-end, ça c'est la promesse que je peux vous faire. Je suis pas bon pour les stickers, mais j'ai une boule de cristal. D'ailleurs, vous avez vu le bleu autour de moi. Quand les a fait, voilà. Hein, donc il y en aura au moins un qui passera justement dans cette belle cagnotte, dans ce beau pactole que propose la Française des Jeux. Merci Guillaume Michaud. Oui, et puis en Guadeloupe, on aura la chance d'aller voter samedi pour regarder les matchs tranquillement dimanche. Tranquillement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Allez, votez pour nous. Bonne soirée à tous et puis on se retrouve comme on l'a dit, donc jeudi prochain, même heure, même antenne.